L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ce samedi de juillet à 6 heures du matin, était un vrai fourmilière. Juliette Dubois tirait une valise dont les roulettes grinçaient sur le sol reluisant. Son fils, Lucas, 5 ans, à moitié endormi, agrippé à sa main libre. Elle était debout depuis 3 heures du matin. Ils avaient pris 2 bus pour arriver de Belleville à l'aéroport, et il lui restait encore à passer l'immigration, la sécurité, et trouver la porte d'embarquement. Le t-shirt de Lucas portait une tache de jus de fruits que Juliette n'avait pas eu le temps de laver la veille au soir. Elle-même portait le même jean depuis 3 jours, car elle n'avait pas eu la force d'aller à la laverie automatique du quartier. Dans son sac à main, il y avait exactement 1200 € en billets froissés et en pièces, qu'elle avait compté obsessivement toute la semaine. De l'argent qui devait suffire pour le taxi de l'aéroport jusqu'à chez sa tante, la nourriture basique des premiers jours et les urgences qui apparaissaient inévitablement quand on voyageait avec un petit enfant. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Le billet pour Paris avait été un cadeau inattendu de sa tante Martine, qui vivait là-bas depuis 20 ans, travaillant comme aide à domicile pour personnes âgées. Martine avait insisté sur le fait que Juliette avait besoin de quitter Buenos Aires, au moins pendant 2 semaines, qu'elle avait l'air épuisée lors des appels vidéo, que la France pouvait lui offrir une perspective, et peut-être même des opportunités d'emploi si elle décidait de rester plus longtemps. Elle avait acheté 2 billets aller-retour avec ses économies, arguant que c'était un investissement dans l'avenir de sa nièce. Juliette avait accepté après des semaines de résistance, sachant que quitter son travail de vendeuse dans une boutique de vêtements du Marais signifiait perdre ses revenus pendant 2 semaines, mais reconnaissant aussi qu'elle était au bord de l'effondrement physique et émotionnel. Lucas ne connaissait pas son père, un homme qui avait disparu en apprenant la grossesse 5 ans auparavant. Juliette l'élevait seule, avec l'aide sporadique de sa mère, qui, à 60 ans, travaillait 12 heures par jour à faire le ménage et n'avait pas beaucoup de temps ni d'énergie pour plus. Ce voyage était probablement ce que Lucas aurait de plus proche de vacances dans son enfance. La file d'attente pour enregistrer les bagages avançait avec une lenteur tortueuse. Lucas se plaignait de la faim, tirant la main de sa mère. Juliette avait apporté 2 paquets de biscuits dans son sac à dos, mais elle voulait les garder pour le vol, qui durait 14 heures. Elle lui promit qu'il mangerait après avoir passé la sécurité, sachant qu'elle avait vu un McDonald's dans la zone d'embarquement, et qu'elle pourrait peut-être s'offrir un menu enfant si elle jonglait bien avec les chiffres. Quand ils arrivèrent enfin au comptoir d'Air France, l'employé vérifia leurs documents avec l'expression neutre de quelqu'un qui a fait ça 10 000 fois. Elle demanda s'ils avaient des bagages à enregistrer. Juliette fit non de la tête. La petite valise et le sac à dos étaient tout ce qu'ils emportaient, les 2 respectant les dimensions des bagages à main, car elle n'avait pas d'argent pour payer des valises enregistrées. L'employé imprima les cartes d'embarquement, indiqua la porte 47 et les expédia avec un « bon voyage » automatique. Juliette remercia, sentant le poids de la réalité. Dans quelques heures, elle serait dans un avion traversant l'Atlantique, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible pour quelqu'un comme elle. La zone d'embarquement était bondée de familles, de groupes de touristes, de cadres regardant leurs ordinateurs portables. Juliette trouva 2 sièges vides près d'une prise de courant où elle put charger son téléphone pendant que Lucas mangeait le menu enfant qu'elle avait finalement acheté après avoir calculé 3 fois qu'il lui restait suffisamment d'argent. Le garçon jouait avec la figurine en plastique offerte avec le menu, complètement inconscient des comptes mentaux constants que sa mère faisait. Juliette regardait autour d'elle, remarquant les différences. Des familles avec des bagages de marque, des parents achetant des magazines et des chocolats sans regarder les prix, des enfants avec des tablettes dernier modèle. Elle se sentait invisible dans sa pauvreté, comme si elle portait une pancarte disant « Je n'ai pas ma place ici ». Quand ils annoncèrent l'embarquement, il se forma le chaos habituel de gens se poussant pour monter en premier malgré le fait d'avoir des sièges attribués. Juliette
attendit patiemment jusqu'à ce que la file d'attente se réduise, sachant qu'avec Lucas, il valait mieux éviter les foules. Finalement, ils marchèrent dans le tunnel d'embarquement. L'enfant excité demandant toutes les 2 secondes s'il pouvait déjà voir l'avion par la fenêtre. Le siège qui leur avait été attribué était le 32B et 32C, côté couloir et milieu, dans la section économique arrière, près des toilettes, ce qui signifiait du bruit et du mouvement constant, mais aussi un accès facile pour Lucas. Juliette rangea la valise dans le compartiment supérieur avec difficulté, sa petite taille rendant la tâche plus compliquée. Un homme assis en 32A. Gauthier Hublot se leva pour l'aider sans dire un mot. Juliette murmura un remerciement rapide sans vraiment le regarder, occupée à installer Lucas sur le siège du milieu et à sortir des choses de son sac à dos, des lingettes humides, des vêtements de rechange au cas où, les biscuits, une bouteille d'eau vide qu'elle remplirait après le décollage. L'homme se rassit, et Juliette finit par l'enregistrer périphériquement. Peut-être 50 ans, costume cher mais sans cravate, mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, lisant quelque chose sur une tablette. Classe affaires accidentelle en classe touriste, probablement avait-il été déclassé à cause d'une survente. Elle n'y accorda pas plus d'importance. Elle avait suffisamment de soucis propres sans inventer des histoires d'inconnus. Le décollage se fit en douceur. Lucas colla son visage au hublot du monsieur, qui se décala gentiment pour lui offrir une meilleure vue. Juliette s'excusa pour l'invasion d'espace, mais l'homme sourit avec une cordialité authentique et dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il avait des neveux du même âge et qu'il savait comment étaient les enfants dans les avions. Sa voix avait un accent neutre, difficile à localiser, probablement quelqu'un qui avait vécu dans plusieurs pays. Quand ils atteignirent l'altitude de croisière et qu'ils éteignirent le signal de ceinture de sécurité, les hôtesses de l'air commencèrent le service de repas. Juliette avait fait des recherches avant le voyage. Sur les vols internationaux d'Air France, la nourriture de base était incluse, mais les boissons alcoolisées, les collations supplémentaires et les écouteurs étaient payants. Elle accepta le plateau de nourriture standard pour elle et Lucas. Un poulet au riz qui avait l'air médiocre mais était gratuit et les remplirait. Lucas fronça le nez devant l'aspect peu appétissant. Juliette lui murmura avec fermeté de manger ce qu'il pouvait, car il n'y aurait rien d'autre avant d'arriver à Paris. L'enfant obéit à contre-cœur, poussant le riz dans l'assiette sans beaucoup d'enthousiasme. L'homme en 32A n'avait commandé que du café. Juliette remarqua qu'il refusa la nourriture avec un geste aimable envers l'hôtesse de l'air, comme si ce genre de refus était une routine pour lui. Probablement mangeait-il dans les salons VIP avant d'embarquer, pensa Juliette avec un pincement d'envie qu'elle essaya de supprimer. Il était inutile de s'aigrir pour des vies étrangères qu'elle n'aurait jamais. Après le repas, elle essaya de distraire Lucas avec un cahier de dessin qu'elle avait acheté dans un bazar pour 50 centimes. L'enfant dessina des avions et des nuages pendant 20 minutes avant de s'ennuyer. Il demanda s'il pouvait regarder la tablette du monsieur. Juliette sentit qu'elle mourait de honte. Elle lui dit de ne pas déranger, que le monsieur travaillait. Mais l'homme sourit à nouveau et montra à Lucas ce qu'il lisait. Des graphiques financiers complètement incompréhensibles pour un enfant de 5 ans. Lucas demanda ce que c'était. L'homme expliqua en termes simples que c'étaient des chiffres qui montraient comment allaient les entreprises. Comme quand ta maman compte les pièces pour savoir si elle peut acheter quelque chose. Juliette sentit que la comparaison était accidentelle, mais douloureusement précise. 2 heures après le décollage, Lucas commença à s'agiter, avec cette énergie contenue des petits-enfants enfermés dans des espaces réduits. Juliette essaya tout, plus de dessins, des jeux de mots, des chansons murmurées. Rien ne fonctionnait plus de 10 minutes. L'enfant commença à donner des coups de pied dans le siège de devant, jusqu'à ce que Juliette l'arrête avec une fermeté qui frôlait le désespoir. Elle lui offrit les gâteaux qu'elle avait gardés. Lucas les mangea rapidement et demanda s'il y en avait d'autres. Juliette répondit non, sentant le regard de l'homme du 32A, même s'il prétendait être concentré sur sa tablette.
Une demi-heure plus tard, Lucas dit qu'il avait encore faim. Juliette ferma les yeux en respirant profondément. Elle expliqua avec une patience forcée qu'il n'y avait plus de nourriture avant d'arriver à Paris, qu'il devait attendre. Lucas commença à faire des moues dangereuses que Juliette reconnut comme prélude à une crise. L'homme du 32A ferma sa tablette et se leva sans rien dire. Il se dirigea vers l'avant de l'avion. Juliette supposa qu'il allait aux toilettes ou se dégourdir les jambes, loin de l'enfant agaçant. Elle ne lui en voulait pas. L'homme revint 10 minutes plus tard avec un sac en plastique. Il demanda à Juliette si Lucas pouvait manger du chocolat ou s'il avait des allergies. Juliette cligna des yeux, confuse. L'homme expliqua qu'il avait acheté quelques trucs dans le chariot de vente de l'hôtesse. Des chocolats, des chips, un jus de fruits, que si elle n'y voyait pas d'inconvénient, il aimerait les partager avec Lucas. Juliette sentit un mélange de gratitude et d'humiliation lui brûler la gorge. Elle voulut refuser par orgueil, mais le regard affamé de son fils était plus fort que sa dignité. Elle remercia d'une voix à peine audible. L'homme passa le sac à Lucas avec naturel, sans faire de drame ni attendre de reconnaissance excessive. L'enfant ouvrit le chocolat avec enthousiasme, tandis que Juliette regardait par le hublot, clignant rapidement des yeux pour contenir des larmes qu'elle ne comprenait pas complètement. C'était un petit geste, probablement insignifiant pour quelqu'un qui pouvait s'offrir des vêtements chers et des tablettes dernier modèle. Pour elle, c'était la différence entre 6 heures de plus d'enfants agités ou une paix relative. Le poids de cette disproportion l'écrasait. Après que Lucas eut mangé et se fut calmé, il finit par s'endormir, appuyé contre Juliette. Elle l'installa au mieux dans l'espace limité, utilisant son propre corps comme oreiller. L'homme profita du moment de silence pour parler à voix basse. Il se présenta. Sébastien Dumont, bien qu'il préfère simplement Sébastien. Juliette répondit avec son nom, ressentant l'étrangeté de la formalité. Sébastien lui demanda si c'était son premier voyage en France. Juliette acquiesça, expliquant brièvement l'histoire de sa tante, omettant les détails sur sa situation économique, bien qu'il ait probablement déjà déduit pas mal de choses. Sébastien raconta qu'il voyageait fréquemment pour le travail, qu'il avait vécu à Paris pendant 10 ans avant de revenir en Argentine. Il avait cette capacité des gens habitués à socialiser professionnellement, poser des questions qui montraient un intérêt véritable sans être intrusive. Juliette se surprit à parler plus qu'elle ne l'avait prévu, de son travail dans la boutique de vêtements, d'élever Lucas seul, de la difficulté d'arriver à la fin du mois à Paris. Sébastien écouta sans interrompre, sans offrir ces conseils condescendants que les gens riches avaient l'habitude de donner, pensant que la pauvreté n'était qu'un manque de planification. Quand Juliette eut terminé, il partagea quelque chose qui la surprit, qu'il avait grandi à Clichy-sous-Bois, que sa mère avait été femme de ménage, qu'il avait étudié grâce à des bourses et travaillé comme manutentionnaire de nuit pendant toute l'université, qu'il connaissait intimement cette mathématique constante de compter les pièces et de calculer si on avait assez. Juliette l'étudia avec une nouvelle attention, cherchant des signes de mensonge ou d'exagération, mais son ton était trop spécifique pour être inventé. Elle lui demanda ce qu'il faisait maintenant. Sébastien hésita avant de répondre. Finalement, il dit qu'il avait une entreprise d'investissement, que ça allait bien. La façon modeste dont il le dit fit soupçonner Juliette que « bien » était un euphémisme énorme. Elle ne força pas. Chacun avait droit à ses secrets et elle n'avait pas besoin de connaître la vie complète d'un inconnu dans un avion. Ils parlèrent par intermittence pendant les heures suivantes, dans les moments où Lucas restait endormi. Sébastien lui demanda quels étaient ses plans à Paris. Juliette expliqua que sa tante avait mentionné qu'il y avait du travail dans le secteur du nettoyage hôtelier, qu'elle pourrait peut-être rester quelques mois si elle trouvait quelque chose, bien que l'idée d'être loin de sa mère lui causait de la culpabilité. Sébastien acquiesça, pensif. Il lui demanda si elle avait envisagé de travailler dans le commerce de détail de luxe, qu'avec son expérience dans la vente et si elle parlait bien français et un anglais de base, elle pourrait obtenir de meilleures positions. Juliette rit sans humour. Elle lui dit que son anglais était basique,
qu'elle avait à peine terminé le lycée dans une école publique, qu'elle n'avait pas le profil recherché par ces magasins chers. Sébastien la regarda avec un sérieux qui la mit mal à l'aise. Il lui dit que le profil se construisait avec une formation, que si elle était prête à investir du temps, elle pouvait combler ses lacunes. Juliette ne répondit pas. Les promesses de mobilité sociale sonnaient toujours bien, jusqu'à ce qu'elle se heurte à la réalité des factures à payer et des enfants à nourrir, sans marge pour investir du temps dans quoi que ce soit, 3 heures avant d'atterrir à Paris. Lucas se réveilla en demandant à aller aux toilettes. Juliette l'accompagna, naviguant prudemment dans le couloir étroit. Quand ils revinrent, Sébastien avait commandé 3 plateaux de petit déjeuner, un pour lui, un pour Juliette, un pour Lucas. Il expliqua qu'il avait payé un supplément parce qu'il avait faim et qu'il supposait qu'eux aussi. Juliette ressentit à nouveau ce mélange de gratitude et de honte. Elle voulut dire quelque chose sur le fait de ne pas avoir besoin de charité. Mais Lucas était déjà en train d'ouvrir son jus de fruits et d'étaler du beurre sur le pain. Elle mangea en silence, se sentant observée, même si Sébastien faisait un effort évident pour agir avec naturel. Après le petit déjeuner, il sortit une carte de sa mallette. Il la tendit à Juliette. C'était une carte d'entreprise simple, Sébastien Dumont, PDG, Groupe Austral Investissement, avec email et téléphone. Il lui dit que si elle décidait de rester à Paris plus longtemps, qu'elle le contacte. Son entreprise avait des bureaux là-bas, et il connaissait des gens dans les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie qui pourraient considérer son profil si elle envoyait son CV. Juliette prit la carte, la sentant peser plus qu'elle ne le devrait pour un simple rectangle de carton. Elle lui demanda pourquoi il ferait ça, aider une parfaite inconnue. Sébastien haussa les épaules. Il dit que c'était parce qu'il le pouvait et parce que quelqu'un avait fait quelque chose de similaire pour lui. Il y a 20 ans, quand il était un étudiant en économie sans contact, essayant d'obtenir son premier stage. Il ne promettait rien de concret. Peut-être que ses contacts n'avaient pas de poste disponible, mais le coût de tenter était faible, tandis que le bénéfice potentiel était élevé. Juliette rangea la carte dans son portefeuille, sans s'engager à rien. Elle avait appris à se méfier des promesses fortuites de gens puissants, aussi bien intentionnés soient-ils. Sébastien n'insista pas. Il retourna à sa tablette, comme si la conversation avait été des plus ordinaires. Le reste du vol se déroula sans autres interactions significatives. Quand ils atterrirent à Paris à 21h, heure locale, ils se dirent au revoir avec la cordialité générique de passagers qui avaient partagé un voyage. Juliette ne s'attendait pas à le revoir. L'appartement de sa tante Martine était à Belleville, un quartier multiculturel et bruyant, qui lui rappela vaguement des quartiers de Buenos Aires. C'était un studio au 4e étage, sans ascenseur, mais il avait le chauffage qui fonctionnait, et de l'eau chaude constante, des luxes que Juliette ne tenait pas pour acquis. Martine travaillait des quarts de 12 heures, s'occupant d'une dame âgée atteinte d'Alzheimer. Alors Juliette et Lucas passèrent beaucoup de temps seuls, à explorer le quartier. Les premiers jours furent du tourisme bon marché. Se promener dans le parc des Buttes-Chaumont, c'était gratuit. Voir le Sacré-Cœur de Montmartre de loin, sans payer d'entrée, manger des sandwichs au jambon beurre que Martine préparait le matin. Juliette avait budgétisé le voyage pour 2 semaines, mais au 5e jour, alors qu'elle prenait un café avec sa tante, dans l'un des rares moments où elles étaient éveillées en même temps, Martine lui proposa de rester plus longtemps. Elle lui dit qu'une amie, qui travaillait dans une chaîne d'hôtels, avait mentionné qu'il cherchait du personnel de nettoyage, que le salaire était de 1 200 € par mois, presque 3 fois ce qu'elle gagnait à Buenos Aires, qu'il pouvait arranger des papiers avec un contrat de travail, et Juliette pourrait faire une demande de régularisation après 2 ans. Juliette eut le vertige face à cette possibilité. Cela signifiait déraciner Lucas, l'éloigner de sa grand-mère, recommencer à zéro dans un pays étranger. Mais cela signifiait aussi une stabilité économique qu'elle n'avait jamais eue, la possibilité d'économiser, un avenir éducatif meilleur pour son fils. Ce soir-là,
après avoir couché Lucas sur le matelas gonflable que Martine avait réussi à emprunter. Juliette sortit la carte de Sébastien de son portefeuille. Elle l'étudia longuement, sous la lumière jaunâtre de la lampe de table. Finalement, elle ouvrit sa boîte mail sur son téléphone et écrivit un message court. Elle lui rappelait qui elle était, la femme du siège 32B avec l'enfant, expliquait qu'elle envisageait de rester à Paris, demandait si son offre de contact tenait toujours. Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir regretter, puis resta éveillée pendant 2 heures, se demandant si elle avait commis une erreur, en se montrant désespérée face à un inconnu puissant. La réponse arriva le lendemain, à 10 heures du matin. Sébastien écrivait qu'il était ravi qu'elle l'ait contacté, qu'il connaissait effectivement le directeur des ressources humaines d'une chaîne de magasins de mode, présente en Espagne, que si Juliette lui envoyait son CV, il pouvait faire une introduction sans garantie. Il expliquait que le secteur du commerce de détail de luxe payait mieux que le nettoyage hôtelier, mais exigeait une présentation personnelle soignée, un anglais intermédiaire minimum et une disponibilité pour une formation initiale non rémunérée pendant 2 semaines. Juliette lut l'email 3 fois, traitant l'information. Elle n'avait pas de CV formel. Elle n'en avait jamais eu besoin pour obtenir des emplois au noir. Elle passa le reste de la journée à monter quelque chose de basique, avec l'aide de tutoriels YouTube, ses années dans la boutique de vêtements du Marais, un cours de service à la clientèle qu'elle avait suivi en ligne gratuitement, les références de son ancien patron. C'était pathétique sur papier, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle l'envoya à Sébastien ce soir-là, avec un message avertissant que son anglais était très basique et qu'elle ne correspondait probablement pas à ce qu'il avait en tête. La réponse de Sébastien fut pragmatique. Il lui dit que son CV avait besoin de travail, mais que le contenu de fond était utilisable, que son contact dans la chaîne de magasins était disposé à l'interviewer informellement, si elle pouvait améliorer son anglais à un niveau conversationnel en 3 semaines, qu'il pouvait payer un cours intensif, si elle s'engageait à se présenter à l'entretien. Juliette sentit toutes ses alarmes internes se déclencher. Elle répondit en demandant directement ce qu'il attendait en échange. La réponse de Sébastien arriva en quelques minutes. Rien. Il expliquait que son entreprise avait un programme informel de mentorat qu'il avait personnellement initié, qui aidait les personnes avec du potentiel, mais sans ressources, à accéder à des opportunités, qu'il n'y avait pas d'attente cachée, ni de conditions, que si elle préférait ne pas accepter, il comprendrait, mais que l'offre était génuine. Juliette montra l'échange d'emails à sa tante. Martine le lut avec le scepticisme professionnel de quelqu'un qui avait vu beaucoup de promesses brisées. Elle lui dit que ça sonnait trop beau pour être vrai, qu'il y avait probablement un piège caché, mais que Juliette était adulte et pouvait décider par elle-même. Juliette passa 2 jours à débattre intérieurement avant d'accepter. Le cours d'anglais intensif était dans une petite académie à Malasaña, 3 heures par jour, du lundi au vendredi. Sébastien avait payé à l'avance et envoyé le reçu à Juliette sans attendre de confirmation, comme s'il supposait qu'elle dirait oui. La première semaine fut épuisante. Juliette laissait Lucas avec Martine le matin, quand sa tante ne travaillait pas, ou dans une garderie gratuite municipale qu'ils avaient obtenue pour les cas d'urgence. Assistait aux cours, essayant d'absorber la grammaire et le vocabulaire, qui lui échappaient comme de l'eau entre les doigts. Revenait épuisée, pour pratiquer avec des applications sur son téléphone pendant les soirées. Le professeur, un Anglais de 60 ans nommé Robert, qui avait clairement vu des centaines d'étudiants désespérés, était patient mais direct. Il lui dit que 3 semaines était un temps ridiculement court pour atteindre un niveau conversationnel à partir de débutants, qu'elle devait être réaliste quant à ses attentes. Juliette répondit qu'elle n'avait pas le choix d'être réaliste, qu'elle devait essayer de toute façon. Robert acquiesça avec respect et doubla l'intensité des leçons. À la fin de la 3e semaine, Juliette pouvait maintenir des conversations simples sur des sujets quotidiens,
comprenait les questions courantes des clients et pouvait lire des textes basiques sans dictionnaire constant. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était un progrès mesurable. Sébastien organisa l'entretien pour un mardi à 11 heures du matin dans les bureaux de Modalia, une chaîne de magasins de vêtements espagnols, présente dans les centres commerciaux de toute l'Europe. Juliette arriva 30 minutes en avance, avec son unique ensemble semi-formel, pantalon noir et chemise blanche, qu'elle avait repassé avec une obsession paranoïaque la veille au soir. Elle fut accueillie par Sophie Lemaire, directrice des ressources humaines, une femme d'une quarantaine d'années, avec une expression efficace et aimable. L'entretien dura 40 minutes. Sophie lui posa des questions standards sur son expérience, sa motivation, sa disponibilité. Elle lui fit également un jeu de rôle, simulant une situation de client difficile, d'abord en français, puis en anglais basique. Juliette sentit qu'elle butait en anglais, mais elle persévéra malgré l'inconfort. À la fin, Sophie fut honnête, son anglais nécessitait d'être amélioré, mais son attitude et son expérience préalable étaient solides. Elle lui offrit un poste de stagiaire avec 2 semaines de formation non rémunérée, puis un contrat de 3 mois à l'essai avec un salaire de 1 000 € mensuels. Si elle passait la période d'essai, un contrat à durée indéterminée avec des augmentations progressives, Juliette accepta sans négocier parce qu'elle n'avait aucune marge de manœuvre. Elle signa les papiers, reçut la documentation sur ce dont elle avait besoin pour régulariser sa situation migratoire, avec le contrat de travail comme justificatif, et sortit du bureau, avec l'impression d'avoir fait un saut dans le vide sans filet de sécurité. Ce soir-là, elle appela sa mère à Belleville. La conversation fut difficile. Sa mère comprenait rationnellement pourquoi Juliette restait, mais émotionnellement, elle ressentait l'abandon. Elle lui demanda comment elle allait vivre sans voir son petit-fils grandir. Juliette n'avait pas de réponse réconfortante. Elle ne pouvait qu'offrir des promesses de visioconférences fréquentes et de visites quand elle pourrait économiser pour les billets. Elle raccrocha, la culpabilité lui pesant sur la poitrine comme une pierre. Lucas, qui avait entendu une partie de la conversation, lui demanda s'ils allaient bientôt rentrer à Belleville. Juliette s'agenouilla à sa hauteur, en le regardant dans les yeux. Elle lui expliqua qu'ils allaient rester à Paris longtemps, que c'était pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Lucas traita l'information avec cette acceptation pragmatique des enfants. Il demanda s'il pouvait emporter des jouets d'Argentine. Juliette promit que oui, ravalant le nœud dans sa gorge. Les 2 semaines de formation non rémunérée furent financièrement brutales. Juliette vécut des derniers euros qu'elle avait apportés, faisant des jonglages impossibles. Elle mangeait 1 fois par jour pour que Lucas puisse manger 2 fois. Tante Martine l'aidait avec ce qu'elle pouvait, mais son propre salaire lui suffisait à peine. Juliette perdit 3 kilos qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Mais elle apprit les codes produits, le système d'inventaire, le protocole de service client, les politiques de retour. Elle mémorisa tout avec le désespoir de celle qui sait qu'il n'y a pas de plan B. Quand commença son premier jour officiel avec un salaire, elle fut affectée au magasin du centre commercial Les 4 Temps, des horaires rotatifs qui compliquaient la logistique avec Lucas, mais qu'elle accepta sans se plaindre. Ses collègues étaient majoritairement des Françaises plus jeunes qu'elle, des étudiantes qui travaillaient à temps partiel. Elle la traitait avec une cordialité professionnelle, mais il y avait une distance implicite. Juliette était l'Argentine plus âgée, avec un fils, clairement à une autre étape de sa vie. Elle ne se donna pas la peine d'essayer de s'intégrer socialement. Elle était là pour travailler et être payée, pas pour se faire des amis. Le premier mois fut une question de survie. Juliette trouva une chambre partagée à Aubervilliers pour 350 € par mois. Une petite pièce où elle et Lucas dormaient dans un lit double, avec une salle de bain partagée avec 3 autres locataires. Ce n'était pas idéal, mais c'était ce qu'elle pouvait se permettre de payer, en attendant d'économiser pour la caution de quelque chose de mieux. Elle inscrivit Lucas dans une école publique du quartier. L'enfant pleura les premières semaines, regrettant l'Argentine et sa grand-mère. Juliette le consola.
tout en se demandant intérieurement si elle avait commis une terrible erreur. Mais lentement, les choses commencèrent à se stabiliser. Son anglais s'améliorait avec la pratique constante de servir les touristes. Ses ventes étaient constamment bonnes, parce qu'elle avait appris à Buenos Aires à lire les besoins des clients sans ressources à travers le langage corporel. Sophie remarqua ses performances. À la fin du 3e mois, quand vint le moment d'évaluer si elle devenait employée permanente, Sophie non seulement confirma le contrat, mais lui offrit une petite augmentation, 1100 € par mois. C'était une différence minime, mais symboliquement énorme. 4 mois après son arrivée à Paris, Juliette reçut un email de Sébastien. Il n'avait pas gardé contact depuis qu'il avait organisé l'entretien initial. L'email était bref. Il demandait comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose, et proposait de se rencontrer pour un café si elle avait le temps. Juliette mit 3 jours à répondre, hésitant intérieurement. Finalement, elle accepta, la curiosité et la gratitude l'emportant sur sa méfiance. Ils se rencontrèrent un samedi dans un café du canal Saint-Martin. Sébastien arriva à l'heure, sans le costume formel de l'avion, mais en jeans et pull. Il paraissait plus jeune, plus détendu. Il commanda un café et lui demanda sincèrement comment elle allait. Juliette fut honnête, le travail allait bien. Lucas s'adaptait avec difficulté, mais progressait. Et financièrement, c'était serré, mais gérable. Elle était reconnaissante pour l'opportunité qu'il avait facilitée. Sébastien minimisa sa reconnaissance. Il lui dit qu'il n'avait fait qu'une introduction, que tout le travail acharné venait d'elle. Ils parlèrent pendant 2 heures de choses qui surprirent Juliette par leur normalité. Sébastien raconta que sa fille de 12 ans vivait avec son ex-femme à Marseille, comment le succès entrepreneurial avait eu le coût personnel d'un mariage raté. Juliette partagea la culpabilité d'être loin de sa mère, la peur constante que quelque chose tourne mal et qu'elle doive retourner en Argentine sans avoir rien accompli. Ce ne fut pas une conversation de mentor et d'apprenti, mais de 2 personnes avec des vies compliquées trouvant un terrain d'entente, en se disant au revoir. Sébastien mentionna quelque chose de presque désinvolte, que son entreprise explorait l'ouverture d'une division de gestion des talents axée sur la mobilité sociale, qu'ils avaient besoin de personnes ayant une expérience vécue des obstacles auxquels sont confrontés les travailleurs à faible revenu. Que si Juliette était intéressée à participer en tant que consultante à temps partiel, payée évidemment, qu'elle y réfléchisse. Juliette resta à réfléchir à la proposition, en rentrant à pied à sa chambre partagée. C'était une offre étrange. Probablement que son point de vue valait beaucoup moins que ce que Sébastien croyait. Mais c'était aussi un revenu supplémentaire dont elle avait désespérément besoin. Elle accepta après une semaine de réflexion. Elle commença à assister à des réunions mensuelles dans les bureaux du groupe Austral Investissement, un bâtiment moderne dans le quartier de la Défense, qui l'intimidait physiquement. L'équipe que Sébastien avait constituée était restreinte. Un économiste spécialisé dans les politiques publiques, une assistante sociale avec 20 ans d'expérience, un ancien directeur de banque qui s'était reconverti dans l'entrepreneuriat social. Et maintenant, Juliette. Son rôle était d'apporter une perspective pratique sur la façon dont les personnes démunies prenaient des décisions financières, quels obstacles réels elles rencontraient dans leur recherche d'emploi, quel type de soutien serait utile, versus paternaliste. Elle était rémunérée 500 € pour 5 heures mensuelles de consultation, un salaire démesuré par rapport à ce que Juliette estimait apporter. Mais Sébastien insistait sur le fait que ses connaissances étaient exactement ce dont ils avaient besoin, pour ne pas concevoir des programmes déconnectés de la réalité. Durant sa première année à Paris, la vie de Juliette s'est stabilisée dans une routine épuisante, mais fonctionnelle. Elle travaillait 40 heures par semaine chez Modalia, assistait à des réunions mensuelles avec l'équipe de Sébastien, s'occupait de Lucas et étudiait l'anglais le soir. Elle épargnait 200 € par mois, une somme ridicule selon les standards français, mais une richesse comparative par rapport à sa vie antérieure. Après 8 mois, elle a pu louer un studio rien que pour elle et Lucas,
450 € à Belleville. Un quartier populaire et d'immigration, mais avec des transports en commun corrects. Elle a acheté des meubles Ikea parmi les offres les moins chères. Pour la première fois de sa vie adulte, Juliette avait un espace bien à elle, qu'elle ne partageait avec personne. Avec une clé que seulement elle contrôlait. Elle a pleuré le premier jour après le déménagement, submergée par la sensation d'accomplissement. Sa mère est venue leur rendre visite pendant 2 semaines. Un voyage que Juliette a payé avec ses économies. Ce fut douloureux et magnifique à la fois. Voir sa mère découvrir sa nouvelle vie, remarquer la fierté mêlée à la mélancolie dans ses yeux. Quand sa mère est retournée à Buenos Aires, Juliette a pleuré pendant 3 jours, mais elle n'a pas regretté d'être restée. Le projet de gestion des talents de Sébastien a évolué pendant cette année. Ils ont conçu un programme pilote qui plaçait des personnes issues de milieux vulnérables dans des postes juniors d'entreprise du portefeuille d'investissement du groupe, avec un mentorat structuré et une formation continue. Juliette a aidé à concevoir le processus de sélection, en veillant à ce qu'il ne contienne pas d'exigences exclusives absurdes, comme bonne présentation ou réseau de contacts. Elle a également aidé à former des mentors d'entreprise sur la façon de travailler avec des personnes qui n'avaient pas les codes de l'entreprise, en leur expliquant qu'arriver en retard n'était pas toujours de l'irresponsabilité, mais des transports en commun imprévisibles, que ne pas avoir de vêtements formels n'était pas un manque de professionnalisme, mais une priorisation du budget. Le programme a démarré avec 10 participants. 3 ont abandonné au cours du premier mois, dépassés par les exigences, ou parce que des urgences personnelles sont survenues, que les systèmes de soutien du programme n'ont pas pu résoudre. 7 ont continué. Au bout de 6 mois, 5 avaient obtenu des contrats permanents dans les entreprises où ils avaient effectué des stages. Un taux de réussite modeste, mais meilleur que de nombreux programmes gouvernementaux avec plus de budget, 2 ans après ce vol depuis Buenos Aires. Juliette était passée chef d'équipe chez Modalia, avec un salaire de 1 300 € par mois. Elle avait suivi un cours en ligne de gestion de vente au détail. Lucas parlait espagnol, avec un accent argentin à la maison, mais un français parfait à l'école. Un bilinguisme involontaire qui suscitait chez Juliette tendresse et tristesse. L'enfant ne demandait plus quand il retournerait à Buenos Aires. Paris était sa normalité maintenant. Juliette maintenait un contact régulier avec Sébastien, qui était devenu une sorte de mentor, d'ami et de figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Il n'avait jamais rien tenté de romantique ou d'inapproprié. Maintenant des limites professionnelles claires. Son intérêt semblait véritablement altruiste, au point que Juliette avait mis du temps à l'accepter comme réel. Quand elle lui a demandé directement pourquoi il investissait autant de temps et d'argent dans des gens comme elle, Sébastien lui a donné une réponse qui a finalement résonné, que son succès entrepreneurial lui semblait vide s'il ne se traduisait pas par un changement concret pour des personnes spécifiques, que les chiffres sur les comptes bancaires étaient abstraits. Mais voir quelqu'un comme Juliette construire une stabilité à partir de zéro était tangible et significatif. Le programme de gestion des talents s'est développé. Après le succès du pilote, le conseil d'administration du groupe Austral a approuvé un budget pour l'étendre. 50 participants par an, avec une équipe dédiée de 5 personnes à temps plein. Sébastien a offert à Juliette le poste de coordinatrice avec un salaire de 2 000 € par mois et des avantages sociaux complets. Un salaire que Juliette n'avait jamais imaginé possible pour quelqu'un sans diplôme universitaire. Cela signifiait quitter Modalia, où elle avait construit une stabilité connue, pour une aventure dans un secteur complètement nouveau. Sébastien n'a pas insisté. Il lui a dit de prendre le temps dont elle avait besoin pour décider, qu'il n'y avait ni pression ni ressentiment si elle refusait. Juliette a parlé à sa tante Martine, à sa mère par vidéoconférence, à Patricia de Modalia, qui l'a surprenantement encouragée à accepter, en disant que c'était une opportunité unique. Finalement, elle a accepté avec terreur et émotion dans des proportions égales.
Lors de son premier jour dans les bureaux du groupe Austral, avec son propre bureau et sa carte d'entreprise, Juliette a dû s'enfermer dans les toilettes pour pleurer pendant 5 minutes, traitant l'irréalité de sa situation. Le travail était plus difficile que prévu. Juliette a découvert que la conception de programmes sociaux efficaces exigeait un équilibre impossible entre l'empathie pour les obstacles réels et l'exigence de résultats. Certains participants arrivaient avec des traumatismes et des limitations qu'aucun programme ne pouvait résoudre en 6 mois. D'autres avaient un potentiel énorme, mais des systèmes externes les sabotaient. Urgence familiale, problèmes de documents, discrimination subtile dans les entreprises d'accueil. Juliette a appris à distinguer ceux qui avaient besoin de plus de soutien et ceux qui avaient besoin de limites plus fermes. Elle a commis des erreurs. Elle a défendu un participant qui s'est avéré mentir sur sa disponibilité. Elle a été trop dure avec un autre qui avait véritablement une crise de santé mentale. Sébastien a été patient avec sa courbe d'apprentissage, lui rappelant qu'il avait lui aussi commis des erreurs similaires. Il lui a appris à tout documenter, à mesurer l'impact avec des données concrètes, à communiquer les échecs au conseil d'administration sans les cacher, mais en les contextualisant de manière appropriée. Ce furent des leçons de gestion d'entreprise que Juliette n'aurait jamais apprises en vendant des vêtements. 3 ans après son arrivée à Paris, Juliette gagnait suffisamment pour épargner 500 € par mois. Elle avait ouvert un compte d'épargne pour les études universitaires de Lucas. Elle avait fait venir sa mère pendant 3 mois sous visa de touriste prolongé, un temps qu'elles ont utilisé pour être ensemble d'une manière qu'elles n'avaient jamais pu l'être à Buenos Aires, où elles travaillaient toutes les deux, toujours. Sa mère avait visiblement vieilli, mais s'était aussi détendue, se permettant de profiter de son petit-fils sans la pression constante de la survie économique. Quand sa mère, Raymonde, est retournée en Argentine, il n'y avait plus la même douleur déchirante que l'année précédente, mais une acceptation mature d'une distance gérable. Juliette avait trouvé une communauté à Paris, d'autres mères célibataires, françaises et immigrées, des collègues de travail, des voisins de l'immeuble. Elle ne se sentait plus invisible, comme ce jour à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le programme de gestion de talent avait placé 130 personnes dans des emplois stables pendant ces 3 années d'opération. C'était une goutte d'eau dans l'océan d'inégalités structurelles, mais c'était une goutte d'eau réelle, avec des noms et des visages. Juliette connaissait leurs histoires. Nadia, qui avait fui la violence conjugale, et travaillait maintenant dans la logistique. Karim, qui était sorti de prison et coordonnait un entrepôt. Aïcha, qui était arrivée du Maroc sans papier et avait maintenant un contrat dans la finance. Pour le 4e anniversaire de ce vol, Sébastien organisa un dîner privé dans un restaurant chic du 16e arrondissement. Il invita Juliette, l'équipe centrale du programme, et 5 anciens participants qui avaient réussi. Il fit un bref discours, remerciant le travail de chacun, mentionnant spécifiquement comment Juliette avait transformé le programme d'un concept abstrait en une opération concrète. Juliette ressentit de la gêne face à cette attention publique, mais aussi une fierté genuine. Après le dîner, alors qu'ils attendaient des taxis devant le restaurant, Sébastien lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un contrat renouvelé pour 3 ans de plus, avec une augmentation salariale à 2 500 € par mois, et un nouveau titre, directrice des programmes sociaux. Juliette regarda le papier, sans pouvoir complètement le comprendre. Elle dit à Sébastien qu'elle n'avait pas de diplôme universitaire, que c'était ridicule que quelqu'un comme elle ait un poste de direction dans une entreprise sérieuse. Sébastien sourit, avec cette patience qu'il avait développée pendant des années à la mentorer. Il lui dit que les diplômes universitaires ne remplaçaient pas l'expérience vécue et la compétence démontrée, qu'elle avait prouvé sa capacité pendant 3 ans, que le conseil d'administration avait approuvé unanimement sa promotion. Juliette accepta le contrat avec des mains tremblantes. Cette nuit-là, après avoir couché Lucas dans sa chambre de l'appartement de 2 pièces qu'il pouvait maintenant se permettre de payer,
Elle s'assit sur son petit balcon, en regardant les lumières de Paris. Elle pensa à la version d'elle-même qui était montée dans cet avion 4 ans plus tôt, effrayée, comptant obsessivement ses pièces. Convaincue que sa vie était une impasse, elle pensa à la chaîne de décision et à la chance qui l'avait amenée ici, la générosité de sa tante Martine qui avait acheté les billets, la place aléatoire à côté de Sébastien, le courage d'accepter l'aide malgré sa méfiance. Ce n'était pas un conte de fées, elle avait toujours des dettes, des préoccupations concernant l'avenir de Lucas, des moments d'épuisement absolu. Mais c'était une vie construite avec ses propres efforts, sur des fondations que d'autres avaient aidé à établir. C'était la dignité récupérée centimètre par centimètre. Et cela, pensa Juliette, en regardant la ville qui était maintenant sa maison, était suffisant. C'était plus que suffisant.